Mais maintenant, nous allons écouter le cofondateur de Nayo Technologies, Aymeric Barthès, qui va donc procéder à la dernière présentation de l'après-midi. Thank you. Good evening, Merci et bonjour à tous. Lorsque les organisateurs m'ont invité à faire cette présentation sur le futur de la robotique dans l'agriculture, j'ai été un peu gênée, vous pouvez l'imaginer, parce que ce n'est pas une question facile. J'y ai beaucoup réfléchi, j'ai pris des notes pour ne pas oublier des choses importantes. Alors, c'est difficile de prédire l'avenir. Et donc, je ne vais pas, moi, vous dire comment va être le futur de la robotique en agriculture. Je ne peux pas. Mais je vais quand même vous partager avec vous quelques éléments de réflexion. Alors, ce n'est pas des réponses que je vais vous donner, c'est simplement des éléments de réflexion. Donc, j'ai commencé cet exercice de réflexion en pensant comment font les personnes pour prédire l'avenir. Alors, il semblerait que les meilleurs à prédire l'avenir sont les économistes. Non, non, c'était une blague, je plaisantais. Alors, les marchés potentiels mondiaux pour les copieuses, les photocopieurs sont au nombre de 5000 au plus. Aujourd'hui, on se demande quel est le potentiel du marché de la robotique. Alors, dans les 5000, je pense. D'autres personnes disent que les Américains ont besoin de téléphones, mais pas nous. C'est un Anglais qui disait cela. Parce qu'on a beaucoup de messagers. Alors moi, je ne suis pas sûre que nous ayons besoin de robotique agricole. Alors, une autre prédiction, personne ne va payer de l'argent pour aller de Berlin à Potsdam en 1 heure lorsqu'on peut y aller à cheval en 1 jour gratuitement. Alors là aussi, quels sont les agriculteurs qui veulent payer plus pour des robots alors qu'ils possèdent déjà un tracteur et une faucheuse, par exemple? Je ne sais pas. Alors voilà, vous voyez, j'ai trouvé beaucoup de citations importantes. Lorsque l'exposition de Paris fermera, les lumières électriques s'éteindront et on n'en entendra plus jamais parler. Là aussi, c'est un professeur d'Exfort. Et là aussi, je ne suis pas sûre que la robotique en agriculture ne soit qu'une tendance. Alors, une dernière citation pour nous amuser. Une fusée ne quittera jamais l'atmosphère terrestre. Un robot en agriculture ne pourra jamais faire, etc., etc. Devinez la suite. Et donc, vous voyez, il n'est pas facile de prédire l'avenir, pas du tout. Je n'ai pas la réponse. Je suis un éternel optimiste, et donc je ne vais pas vous parler de catastrophes, de calamités, de désastres, vous dire que nous avons besoin d'alimenter des milliards de personnes, qu'il faut répondre aux dangers pour l'environnement. Je vais vous parler de choses intéressantes que j'ai observées ici et là, et du comment on peut avoir un impact sur la robotique. Et aussi, quel peut être l'objectif de la robotique. Je poserai donc quelques questions à cet auditoire. D'après vous, qui a raison et quel peut être le seul modèle de l'agriculture de demain? Est-ce que ça peut être la permaculture, comme ceci, dans un environnement agricole complexe, ou bien est-ce que vous pensez que ce sera ultra simplifié, ultra intensifié?
D'après vous, qui a raison? Quel sera le seul modèle de l'agriculture et des échanges commerciaux de demain? Seulement la production locale dans des zones très restreintes, des marchés vraiment locaux, ou bien un marché tout à fait libre, un marché mondial où tous les aliments que nous consommons feront des milliers de kilomètres avant d'arriver dans notre assiette. Une autre question, qui a raison? Quel sera le seul modèle de la sélection des semences de demain? Est-ce que ce sera seulement une production traditionnelle de semences au niveau manuel avec des cycles de 10 ans pour tester les améliorations, ou bien est-ce que ce sera des éditions d'organismes génétiquement modifiés pour toutes les semences? Vous voyez où je veux en venir, hein, vous commencez. Mais une dernière question auparavant. D'après vous, quel est le futur de l'agriculture? Est-ce que ce sera des équipements pleinement synthétiques qui pulvériseront en produits chimiques toutes les semaines? Ou bien est-ce que ce sera du bio extrême, sans aucun traitement, quoi qu'il se passe, même si ça veut dire qu'on va perdre toutes les récoltes à cause de maladies? Personnellement, je ne peux pas répondre à ces questions. D'après vous, quel sera le futur des machines agricoles? Et qui a raison? Les fermes ultra de haute technologie avec aucun être humain qui travaillera dans les champs, ou bien des fermes avec très peu de technologie et seulement du travail manuel. Là, vous voyez, ces jeunes apprennent à désherber à la main. Alors, j'en ai deux de plus. Concernant l'irrigation, l'arrosage, quel est le futur? Des projets gigantesques, comme par exemple la construction de montagnes artificielles, des déviations de rivières pour traverser les déserts, ou bien ça sera des techniques de goutte à goutte avec un stockage précieux, un stockage très soigné de l'eau. Que pensez-vous du modèle de ferme? Est-ce que ça sera seulement des fermes intérieures avec un environnement contrôlé, de la lumière artificielle, pas de sol, ou bien de l'agriculture seulement extérieure, exposée aux intempéries? Donc vous comprenez le message. Mon message, c'est qu'il n'y a pas une réponse unique. L'agriculture est quelque chose de complexe. L'agriculture restera complexe. Ce que je vous ai présenté avec ces images, ce sont des extrêmes, et entre les deux extrêmes, il y a d'énormes opportunités. Donc la question, en fin de compte, est quelle est la réponse technique dans un monde complexe? Et il semblerait que la réponse technique est une réponse complexe qui s'adapte à ce monde complexe. Et donc ma réponse est, nous ne devons pas trouver une solution, nous devons trouver des solutions multiples à des situations multiples. Donc rêvons un petit peu. Rêvons un petit peu à un monde parfait. Que peut être un monde parfait? Un monde où tout le monde aura plein d'aliments à consommer, c'est-à-dire des volumes énormes de production, beaucoup d'aliments pour tout le monde et partout. Cela signifie qu'il faudra avoir une alimentation durable et de façon adaptée. Et ceci est important parce que personnellement, je suis convaincue que si nous avons suffisamment d'aliments, tous les autres problèmes pourront attendre au lendemain. Si nous n'avons pas suffisamment d'aliments, les gens ne vont pas avoir confiance dans l'avenir. Il faudra relocaliser énormément de personnes dans le monde. Mais si nous avons suffisamment d'aliments, les gens resteront calmes et il n'y aura pas de problème. Donc, imaginons comment on peut produire assez d'aliments pour tout le monde sur la planète. Ceci dit,
D'après tout ce que nous avons entendu aujourd'hui et ce que l'on peut observer dans le monde agricole, c'est que nous avons besoin de peu de choses en fait pour avoir un monde où il y aura suffisamment d'aliments pour tout le monde et de façon durable. La première chose, nous avons besoin de données. Nous devons comprendre ce qui se passe sur le terrain, que ce soit de l'agriculture intérieure ou extérieure, ce qui se passe avec l'eau, dans le sol, avec les plantes, quels sont les micro-organismes, quelles sont les conditions météo, quelles seront les conditions météo futures, le niveau d'acidité du sol, les nutriments qu'il y a dans le sol, tout ceci est très important. Et pour obtenir ces données, avec suffisamment de temps, il nous faut des drones, il nous faut des robots, il nous faut des capteurs et on a également besoin de l'observation humaine. Et pour avoir des humains sur le terrain, il faut pouvoir leur faire gagner du temps et donc on a besoin de robots. On a besoin de données, on a besoin de sciences, on a besoin d'agronomie, de génétique, de logiciels pour comprendre les données. Il faut comprendre les modèles agronomiques. Il faut savoir comment on peut améliorer la production des récoltes. Et finalement, nous avons également besoin d'action. On a besoin de données, de sciences pour prendre les décisions et aussi l'action pour modifier les situations en fonction de ce qui, à notre avis, est la meilleure solution pour les récoltes, pour avoir une bonne récolte. Et pour pouvoir mener à bien ces actions précises et au bon moment, il nous faut autant de robots que possible. Et donc, il faut avoir des outils intelligents et optimisés, des outils faciles à utiliser, faciles à maintenir et rapides également à tout moment et au bon moment. Une petite note concernant tout ceci, il est également important de comprendre que le métier d'agriculteur est en train d'évoluer. On ne peut pas dire que le travail de l'agriculteur, c'est d'être un cow-boy ou un conducteur de tracteur. Non, non, c'est un travail beaucoup plus complexe. L'agriculteur d'aujourd'hui, on peut en parler, mais l'agriculteur d'aujourd'hui, c'est une sorte de gestionnaire dans un écosystème très complexe. C'est quelqu'un d'intelligent qui prend des décisions stratégiques. Et donc l'agriculteur ou l'agricultrice ne peut pas tout savoir tout seul. L'agriculteur, l'agricultrice ne peut pas faire sa production sans l'administration, sans les agronomes, même avec la robotique d'aujourd'hui. Là, c'est trop de choses à faire. Il faut que les agriculteurs travaillent main dans la main avec différents experts et qui ont différents savoir-faire techniques. Voilà, donc je ferme la note, la parenthèse, et je reviens à la question, le futur de la robotique. Outre la collecte de données, l'analyse et les actions, on a également besoin, bien entendu, de l'énergie. L'énergie, pour produire l'énergie, il faut également économiser de l'énergie. Il faut un mélange de grandes fermes et de petites fermes. On a besoin d'améliorer l'industrie alimentaire, d'améliorer la logistique, etc., etc. Tout ceci est subjectif. Je ne suis absolument pas spécialiste. On aurait besoin de 2 ou 3 jours de plus pour parler, pour épuiser le sujet. Mais donc, je pense que tout ceci est important. C'est un sujet fort complexe. Donc, où se situe la robotique agricole dans tout ceci? Vous voyez, quel va être l'avenir de l'agriculture et quelle est la place des machines robotiques dans cette situation? Le robot n'est qu'une partie dans une situation complexe. Ce n'est pas la solution. Donc la robotique en agriculture doit être liée à tous les autres éléments de l'écosystème agricole. On peut considérer le robot comme une brique d'un bâtiment de cet environnement. Donc pour conclure, je dirais que tout ceci est facile à dire, n'est-ce pas? Mais c'est très complexe à mettre en pratique.
Hein, vous comprenez, on a eu beaucoup de présentations techniques et on voit toutes les opportunités qui s'offrent à nous, mais il faut vraiment les considérer. Et je conclurai en disant que pour que cette vision que nous avons devienne réalité, il nous faut deux choses. La première chose, il nous faut coopérer parce que personne ici, personne dans le monde ne peut trouver une solution pour l'avenir de la robotique agricole. Personne tout seul ne peut trouver la solution. Il faut coopérer. Voilà pourquoi il est très important d'avoir des événements comme ce forum international de la robotique en agriculture pour pouvoir construire ensemble, bâtir des solutions ensemble. Donc, ce n'est pas seulement la construction des robots, il faut des caméras, il faut des GPS, il faut des logiciels, il faut de l'agronomie, il faut des fonds aussi. C'est-à-dire, il faut que beaucoup de personnes se rassemblent autour d'une table pour que ceci soit possible. Il faut coopérer. Et finalement, nous avons besoin de tester et tester encore. Cela est très important. Parfois, on va échouer, d'autres fois, on connaîtra le succès. C'est toujours comme cela que ça se passe, mais il faut toujours continuer et persévérer. Churchill a écrit une phrase pour nous. Il a dit « Le succès, c'est d'aller d'un échec à un autre échec sans perdre l'enthousiasme ». Cette phrase, il est très important qu'on s'en souvienne. Il y a énormément de défis à relever. Je n'ai pas la réponse de ce qu'il faut faire en robotique, dans l'agriculture, mais je suis très optimiste. Je suis certain que la robotique, dans toute sa complexité, dans le monde agricole, a un avenir prometteur et nous trouverons la façon de résoudre tous les problèmes au fur et à mesure. Merci beaucoup. Donc, je crois que nous avons quelques minutes pour des questions dans la salle. Si vous avez bien sûr des questions. Il n'y a pas de questions dans la salle. S'il vous plaît. Une première question. Parce qu'il n'y a pas de questions, je pose une question. Est-ce que vous pensez que on parle des nouvelles technologies? Est-ce qu'il y a des choses qui sortent de laboratoire qui pourraient être un changement de paradigme qui va changer la robotisation, l'automatisation de l'agriculture? Je vais essayer de répondre à cette question. Vous voyez qu'il y a des technologies révolutionnaires qui peuvent arriver, c'est vrai, mais vous pouvez les reconnaître juste après leur arrivée, mais pas avant. Mais d'un jour à l'autre, nous ne faisons qu'améliorer quelque peu les situations existantes. Nous avons beaucoup d'exemples de ce qui se produit actuellement, mais je ne sais pas ce qui sera révolutionnaire dans tout cela. Je pense qu'un élément intéressant, ou un type de technologie intéressant, les meilleures opportunités pour la robotique, c'est d'être capable d'avoir des données et d'utiliser ces données pour prendre des décisions et agir à partir de ces données. Et la robotique, c'est vraiment la clé. Je crois qu'on ne fait que commencer à comprendre que l'intelligence artificielle, les capteurs peuvent faire la collecte de données avec les systèmes de cloud. On peut analyser les données, transporter les données, partager les données, voir comment les nouveaux systèmes et réseaux peuvent transmettre les données, ensuite comment les robots peuvent ensuite agir à partir de ces données. Donc, je pense que ces changements arrivent, c'est très intéressant.
il y a on va essayer de véritablement boucler la boucle technologique et il y a une touche humaine, bien sûr, qui va permettre d'analyser ces données et de faire confiance à ces données. Donc, pour moi, il y a un ensemble de choses très intéressantes qui sont intéressantes il peut s'agir d'agriculture intérieure ou extérieure, en extérieur ou en intérieur, mais je crois que c'est effectivement ce qui se passe. Bon, je pense que je voudrais savoir s'il y a d'autres questions dans la salle. Oui, il y a une question là-bas au fond de la salle. Si on veut bien passer le micro, au fond de la salle. Gaël Fretou, je travaille en tant que journaliste pour Usine Nouvelle. J'aimerais savoir, au niveau de l'écosystème de robotique, qu'est-ce qui va être, au niveau des des grandes sociétés telles que Monsanto, qui est-ce qui va prendre maintenant la tête de ces opérations au niveau de la robotique? Quels seront les leaders? Je vais commencer à essayer de donner une donnée, mais une réponse, mais j'aurais besoin d'aide. Je ne suis pas un spécialiste des produits chimiques, mais ce que je vois, c'est que des grandes sociétés telles que Bayer ou Monsanto sont extrêmement performantes pour ce qui concerne les traitements organiques ou bio, pour ce genre de choses. Je ne connais pas le mot en anglais de l'orateur, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y aura de nouveaux types de traitements qui ne sont pas encore basés sur des produits chimiques. Et donc, ce type de traitement a un bel avenir devant lui. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore l'efficacité sur la durée. Et la plupart du temps, il faut donc pulvériser plus longtemps que les produits chimiques. Et donc, vous avez une connexion avec les robots, parce que si vous avez des robots, ce n'est plus un problème de retraiter tout dans les champs et de pulvériser de nouveau à plusieurs reprises pour essayer d'éliminer les insectes. Donc, effectivement, ceci peut être intéressant. Je ne vois pas non plus ces produits chimiques, comme je pense qu'ils ne vont pas totalement disparaître. Nous aurons des quantités moindres, nous aurons plus de travail très technique et le prix va monter. En conséquence, la quantité va décroître au niveau de ces produits chimiques, mais le chiffre de la société restera le même, va même s'accroître. À partir de la discussion que nous avons eue sur ce type de société, eh bien, je pense qu'elles ont compris que la façon dont elles ont opéré à l'avenir, dans le passé, va changer à l'avenir, et elles sont ouvertes pour tout type de technologies disruptives, que ce soit la robotique ou d'autres technologies, et par conséquent, elles ont compris qu'elles doivent intégrer donc les nouvelles données avec un monde changeant, et elles sont très ouvertes du point de vue des affaires. Et je pense que la réponse, c'est que oui, il se pourrait que ces sociétés vont lancer d'autres opérations commerciales dans ce secteur. Mais c'est mon point de vue uniquement. Oui, une chose que nous avons vue et qui est très intéressante à mon sens, c'est que les sociétés de génétique commencent à s'intéresser à des semences qui vont permettre d'avoir des récoltes plus faciles. Donc là, il y a une intégration à ce niveau-là. Donc pour le brocoli, eh bien, on peut cultiver. Maintenant, on va cultiver le brocoli différemment pour le récolter plus facilement. Pour les fraises, eh bien, on va pouvoir les cueillir plus facilement. Donc, les sociétés de génétique et les sociétés de semences sont très intéressées par ce type de collaboration parce qu'elles vont plus facilement, à l'avenir, on aura donc une récolte plus facile de ces fraises ou brocolis. Les produits chimiques, à mon avis, ou les sociétés agrochimiques essayent de collecter les données également, et la robotique constitue un secteur important pour collecter ces données. Donc, les business models changent, il va falloir travailler sur les données, donc il va falloir travailler aussi avec les robots en conséquence. Bon. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Oui, une question. Une question ici.
Jean-Michel Lebat, j'ai une question à M. Barthès. Vous avez parlé de la coopération. Mais est-ce que vous pourriez nous parler de Robagri? Robagri, c'est une association de partenaires qui travaillent dans la robotique agricole. C'est exactement ce type de coopération opérationnelle dont nous avons besoin parce qu'un événement tel que celui-ci, c'est une façon pour nous de commencer la discussion, mais rien ne va se passer aujourd'hui, bien évidemment, si ce n'est échanger quelques cartes de visite. Après, il faut travailler, et le travail est beaucoup plus efficace quand vous avez des petits groupes qui s'intéressent à des sujets précis. Robagri, c'est une très bonne opportunité, évidemment. Merci. Je pense que demain, nous avons l'opportunité, à travers l'atelier, de fournir, de s'intéresser à des domaines très importants. Merci. On your introduction, you bien, started complaining that you didn't have enough deal flow. Vous avez dit que vous n'aviez pas assez de flux de transactionnels et je suis d'accord. Avec quelle entreprise seriez-vous prêt à commencer vos activités en admettant que vous soyez de l'autre côté du miroir? Let's discuss that later. Écoutez, si vous m'y autorisez, je vais réfléchir, on en reparlera tout à l'heure. Je suis ouvert à tout type de propositions. Okay, are there any other questions? Y a-t-il d'autres questions parmi l'auditoire? Okay, I think then I'll thank everyone. Donc, permettez-moi de remercier toutes et tous pour votre participation. Permettez-moi de remercier les orateurs. Je vous souhaite une excellente soirée et merci à toutes et à tous. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci à tous les participants, à tous les orateurs. Vous êtes toujours en vie, donc nous allons maintenant entendre les mots de conclusion par Émeric Barthès qui vient maintenant sur scène. Again. Thank you, Isabelle. Yeah. Merci Isabelle. Big journée, hein? Quelle journée! Quelle journée, je suis d'accord avec vous. Et journée et périple très intéressant. Donc il est temps de conclure cette première journée de travail et je voudrais vous amener en quelque sorte en croisière. Lorsque le FIRA a démarré en 2016, j'étais dans un train, je rentrais d'Allemagne et c'est là que j'ai commencé à rêver d'un événement international qui n'existait pas encore et qui rassemblerait des gens venus de par le monde pour discuter de la robotique agricole. 6 mois plus tard, Nanotechnologies a monté la première édition du FIRA. Nous avons rassemblé alors 200 participants dans le domaine de l'agronomie. Et nous en sommes maintenant à la deuxième édition. Et nous avons rassemblé près de 500 personnes, 500 participants. En fait, il y avait 500 participants physiquement aujourd'hui au Quai des Savoirs. Et nous avons aussi tous les gens qui nous suivent en direct sur YouTube. Nous avons eu un grand nombre d'orateurs français, suisses, britanniques, norvégiens, hollandais, américains, etc. Et ces orateurs se sont succédés à la tribune pour partager leur expertise, leur expérience, leurs convictions dans le domaine de la robotique agricole. Et je voudrais les remercier et les applaudir. We have come a long way, you know.
Certains sont venus de loin et nous avons tous beaucoup travaillé et nous pouvons être fiers, mais nous voudrions aller encore plus loin et nous espérons pouvoir inviter d'autres industriels majeurs du secteur et nous espérons pouvoir organiser le FIRA 2018 dans notre pays pour élargir les horizons. Et pourquoi pas? Nous pourrions y parvenir. C'est un nouveau défi à relever. Mais pour l'instant, mettons l'accent sur cette édition du FIRA. Ce FIRA n'est pas terminé. Ce FIRA 2017 va se poursuivre demain pour l'aspect atelier participatif. Nous échangerons, débattrons, partagerons notre expertise. Et durant cette deuxième journée, nous aurons des ateliers collaboratifs, nous aurons des ateliers sûrement très animés, fort intéressants et probablement très longs à résumer. Nous aurons également un barcamp au programme. Vous pouvez consulter les détails de ces événements de demain dans le programme qui est à votre disposition. Et je voudrais maintenant saluer tous ceux qui ont permis la tenue de cet événement. Permettez-moi d'appeler tous ceux qui nous ont aidés. Allez, venez ici sur scène, s'il vous plaît, tous, vous tous et toutes. Personne de nanotechnologie. Huge team. C'est une équipe absolument considérable, n'est-ce pas? Come on. It's enough. Thank you. Merci. Thank you everybody. Merci à toutes et à tous. Merci à l'équipe. Je vous invite dans quelques minutes à profiter du cocktail et j'aurai plaisir à vous retrouver demain.